Salut, dans cette vidéo, je vais t'aider à démarrer avec le langage de programmation Java. Donc, avant de te lancer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On se capte. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue à cette formation de Java. Moi, c'est Capi News, donc je serai ton tuteur dans cette formation avec Capilun et on va commencer à programmer en Java. Pourquoi Java? Java, c'est l'un des langages phares du monde de la programmation. Il est beaucoup connu, plusieurs entreprises l'utilisent à la fois pour la programmation des applications, des serveurs, des front-end, presque tout, quoi. Et ce qui est bien sur Java, c'est que le code de Java s'exécute sur toutes les plateformes, que ce soit un Windows, que ce soit un Mac, que ce soit un Linux, que ce soit un Raspberry. Toutes ces différentes plateformes sont utilisables par Java. Donc, on va travailler dans cette formation avec Java. Là, tu vas découvrir toutes les bases nécessaires pour te développer avec Java. Ce programme-ci, il sera consacré spécifiquement pour toi, de sorte que tu puisses à la fin être capable d'écrire une propre application en Java ou bien que tu puisses réaliser tes projets ou travailler en entreprise, chercher un job ou bien commencer un job dans le monde du Java. Java est très vaste, c'est la raison pour laquelle je vais commencer des informations les plus clés, des informations les plus nécessaires et ensuite tu pourras te développer toi-même parce que tu as déjà des connaissances précises pour te développer toi-même ou bien suivre encore une autre formation plus approfondie dans un domaine précis de Java, par exemple le développement des web serveurs ou bien le développement des applications, une des branches dont tu choisis en ta faveur. Donc, je suis ravi que tu sois là. J'espère qu'on va pouvoir bien s'amuser parce que c'est le plus important. On va pouvoir réaliser plein de choses. Si tu as des questions, tu peux poser. J'ai créé tellement de forums pour toi. Et je suis aussi à ta disposition 24 sur 24 entre 9 et 19 heures. OK. Donc, sans plus perdre le temps, on va commencer avec Java. Bon, Java a été créé par l'entreprise Oracle. Donc, c'est elle qui a Java et on va commencer par programmer en Java là, mais c'est aussi important que tu saches quelle entreprise elle a créé. Donc, je vais partir rapidement par ici. On va venir sur Oracle. Donc, c'est cette grosse entreprise ici qui possède du Java, comme tu peux le voir. Et là, ils ont Java. Ils ont un site web officiel, oracle.com. Bon, c'est eux qui ont Java. Et c'est aussi par ici qu'on va télécharger. Donc, pour travailler avec Java, c'est vrai qu'on peut télécharger Java et installer. Il y a deux applications les plus utilisées. Il y a Eclipse et IntelliJ. Avec ces applications-là, je vais te montrer comment les utiliser à la fin de ce de son parce que maintenant, si tu aimerais directement commencer, et on va travailler avec un tools, un online tools, donc en ligne, qui s'appelle Replit. Replit, c'est un tool qui va nous permettre de programmer plusieurs langages de programmation, notamment le Java. Et c'est ça qu'on va utiliser pendant la formation. Mais t'inquiète pas, si par exemple tu veux utiliser Eclipse ou bien IntelliJ, j'ai fait des vidéos sur ça à la fin que tu peux regarder pour, bon, pour voir quoi. Et c'est presque la même chose. C'est important de programmer et de réaliser l'application. Après, si tu veux IntelliJ, si tu veux Eclipse, si tu veux Replit, tu es libre à toi. Tu es, le choix, tu es libre de choisir ce que tu veux. Donc, pourquoi Replit? Parce que c'est tellement facile de directement commencer sans avoir les modalités d'installation et tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai principalement choisi Eclipse, Replit. Sinon, on pouvait aussi utiliser IntelliJ ou bien Eclipse. Donc là, on va créer un compte. Là, tu vas venir sur Sign Up parce que toi, tu n'es pas encore inscrit. Tu viens sur Sign Up, on va te demander, bon, moi, généralement, je préfère Sign Up avec Google, ça part rapidement. Là, je te connecte à ton compte Google. Mais puisque je suis déjà enregistré dans la plateforme, je vais plutôt partir sur Login parce que je suis déjà enregistré. Là, je viens sur Login et je mets plutôt avec Google. Donc, je me connecte avec mon compte Google pour pouvoir commencer et boum, c'est déjà là. Donc, lorsqu'on est connecté, tu vois, on peut facilement commencer à programmer dès maintenant. C'est ce qui me plaît un peu sur Replit. Donc, ça se fait en ligne et ça sera sur grand écran, quoi. Donc, à la fin, comme j'ai dit, je vais vous montrer comment faire ça avec une application comme un IDE, Integrated Development Environment, comme Eclipse ou bien IntelliJ. Mais là, on peut commencer dès le premier jour à programmer en
On choisit, donc, on vient sur Create. À ce niveau, c'est là, Create. On choisit le langage de programmation qui est Java. Voilà. Oui. Il y a Java FX, il y a Java Swing. Ces différences-ci sont pour les interfaces graphiques qu'on va pas le faire pour l'instant, si, peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Donc, on va utiliser le Java normal, le Java de réplique. Là, on clique là. Et on dit le titre. On va dire Capilon Java. Capilon Java. Là, on crée le projet. OK. Le projet est en train d'être créé. Et là, boum, on a notre premier projet. Donc, le projet est créé avec un fichier qui s'appelle main.java. Bon, comme tu peux le remarquer, les fichiers Java se terminent toujours avec l'extension .java. Le fichier main, c'est là, c'est ce qu'on appelle une classe. Et quand tu vois classe, la classe que tu vas créer dans le fichier main.java aura le même nom que le nom du fichier. Si ça n'a pas le même nom, tu auras une erreur. Donc, c'est très important. Donc, ce nom-ci là, si tu l'avais appelé tomate, ça doit être aussi, la classe doit s'appeler tomate. On conseille toujours d'appeler une classe avec le nom, avec la première lettre qui est majuscule. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? On va entrer plus de détails plus tard. Mais il faut savoir que Java fonctionne principalement avec les classes. Donc, lorsqu'on crée un nouveau fichier, il y a une classe qu'on appelle main. Donc, je vais un peu supprimer ça pour qu'on puisse voir un peu comment ça se présente. Je fais un CTRL X. Donc, voilà comment le minimum code de Java ressemble. Tu crées ton fichier main.java. Là, il y a la classe main. Et la classe main, tu vois que ça a le même nom avec main.java. Dans la suite, on va bien travailler avec les classes, mais tu dois tout savoir que quand tu crées un fichier .java, la classe va avoir le même nom. Là, il y a le fichier, il y a la méthode principale qui s'appelle main. Donc, cette méthode-ci, c'est la méthode qui sera exécutée lorsque le programme commence. Lorsqu'un programme Java commence, il peut avoir plusieurs fichiers, cela, plusieurs fichiers Java. Mais ce qui est bien, c'est que le programme, il va commencer toujours là où il va voir la méthode main. Donc, ça que tu vois, public static void main, ça s'appelle, c'est ça qui est la méthode qu'on va travailler avec. Public static void, on va voir ça plus en détail. Donc, tu dois juste savoir que cette méthode main avec M minuscule, c'est la méthode principale où le code va s'exécuter. Même si tu as plusieurs méthodes dans l'avenir qu'on va créer, mais le code principal Java s'exécute dans la méthode main, c'est là. Et si je tape sur Run, là, pour la première fois, ça dure généralement parce que, bon, il faut créer toutes les dépendances, mais tu vois, finalement, on a un système out.out.println, hello world, et on vient d'afficher notre hello world. Donc, si tu fais ça jusqu'à ce niveau, c'est déjà superbe, et on va expliquer plus en détail dans les prochaines vidéos. Bon, revenons maintenant plus en détail sur notre classe Java. Donc, on va créer notre fichier main.java qui est ici. Revenons plus en détail maintenant à son contenu. Donc, on va dire la syntaxe de Java. Là, on a créé notre fichier, il s'appelle main.java. Là, c'est le fichier principal. On n'est pas sûr que c'est le fichier principal. Pour savoir que c'est le fichier principal, il faut qu'il y ait cette méthode ici, main, à l'intérieur du fichier. Maintenant, une classe, c'est le contenu principal qu'on utilise en Java lorsqu'on crée un fichier. On va voir plus tard comment définir les classes, comment utiliser les classes, comment appeler les classes, comment créer des classes. C'est vraiment passionnant parce que Java, il fonctionne avec ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Dans Java, tout ce qui concerne Java est toujours un objet. Et un objet se définit avec des classes. OK. Donc, on va toujours plus entrer dans les détails des classes dans l'avenir. Donc, j'ai réservé un bloc pour ça, spécialement pour les classes, mais il faut toujours savoir que, bon, le mot-clé classe, c'est le mot-clé le plus important lorsqu'on crée un code de Java. Donc, le mot-clé classe se trouve dans. Après, ensuite, sur le nom de notre classe, qui est main, ensuite, on ouvre les guillemets, on ferme les guillemets, et à l'intérieur, on peut écrire tout notre code. Généralement, à l'intérieur du classe, on a ce qu'on appelle des méthodes. Les méthodes, comme tu peux le voir ici, là, ils ont généralement un statut public. Bon, public, c'est généralement pour dire que cette méthode-ci est publique, comme tu peux le constater. Statique, c'est pour dire, bon, c'est fixe. Et void, c'est pour dire que ça ne retourne rien. On va voir les valeurs de retour plus tard, mais j'explique quand même pour que tu ne sois pas tellement perdu, quoi. Mhm. Mais en détail, on va toujours voir et ça sera comme un jeu d'enfant dans l'avenir.
Donc, pour un départ, on va travailler sur ça, ce main-là. On va écrire tous nos codes dans notre main. Mais dans l'avenir, on va créer nos propres méthodes. On va créer des classes, nos propres classes pour travailler avec des classes. Mais pour comprendre d'abord les bases de la programmation, on va toujours travailler dans ce main-là parce que tout le code de Java va toujours s'exécuter dans le main-là. Maintenant, system.out.println hello world, ça permet d'afficher des textes dans la console. Donc, la console, c'est la partie ici, du côté ici, quand on voit tous les résultats du côté qui se trouvent dans ce côté, c'est ce qu'on appelle la console. Donc, lorsqu'on met system.out.println, c'est pour dire on a envie d'afficher un test. Si je change le contenu en capilon, donc tu peux voir aussi lorsqu'on change le contenu en capilon, ça charge. OK. Là, tu peux voir que le contenu qui est là, c'est capilon. Donc, presque rien n'a changé, c'est le même contenu. OK. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de détails. Bon, maintenant, on va voir comment afficher des contenus à l'écran, c'est-à-dire faire des outputs. Généralement, on appelle ça des outputs. Comment afficher des contenus à l'écran. Là, par défaut, le code a été généré avec ce système pour output.ln. C'est bien et bien ça qu'on utilise pour faire des outputs. Là, on va faire quelques petits outputs pour que tu puisses voir. Là, si on a mis output, système.out.println, on a mis capilon. Là, on peut aussi dire système. Sysout.println. Donc, il y a parfois répliqué R2. Là, j'ai tapé encre juste pour que ça puisse compléter. Sysout, on va dire bienvenue dans la formation. Bienvenue dans la formation. OK. Lorsque tu tapes sur Run, voilà. Tu peux voir dans notre capulon et on a notre bienvenue dans la formation. Et comme tu peux le constater, ça part toujours aligné lorsqu'on finit. Donc, ça ne s'écrit pas sur la même ligne. Comment faire pour que ça s'écrit que ça s'écrive sur la même ligne? On peut utiliser println parce que println, ce ln ci, ça veut dire juste new line, donc c'est pour dire que ça print et ça crée une ligne. Quand tu veux pas que ça crée une ligne, tu effaces le println. Aussi ici, ce ln ci là, tu remplaces juste par print. Là, ça va afficher tous par la même, dans la même ligne. Tu vois un peu? Donc, tu vois capilon bienvenue. Mais lorsque tu veux que ça parte à ligne chaque fois que ça finit, là, tu ajoutes ln devant, ln aussi. Voilà. Ce que tu as affiché ici, là, ce sont des textes, mais tu peux aussi afficher des chiffres. Donc, les chiffres, comment faire pour afficher des chiffres? Tu utilises le même système. Donc, on a un 6 out, je tape sur la tabulation pour que ça puisse faire compléter pour moi. Quand je vais afficher un nombre, je mets juste par exemple 12. Je tape sur Run. On a 12. Je peux faire aussi une opération, c'est-à-dire peut-être 12 plus 2, ou bien 12 fois 2, ça va normalement afficher 24. OK. Là, tu connais un peu travailler avec des outputs. Là, on va toujours plus en détail. Je vais surtout montrer tout ce qui est important pour commencer à travailler avec le Java. C'est output, ça permet généralement de tester si son code fonctionne. De part et d'autre, tu peux souvent mettre ce système output.ln pour voir si bon, j'attendais la valeur 15. Est-ce que c'est vraiment 15 qui est sorti? Là, tu peux utiliser ce système pour output.ln pour afficher. Même quand tu as envie d'afficher un élément à l'utilisateur, là, tu peux utiliser ce système pour output.ln pour les afficher. OK? C'est très important dans le monde de la programmation. OK. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Bon, maintenant, j'aimerais te montrer une partie très importante parce que dans tous les langages de programmation, on peut bien y arriver. Imagine par exemple que tu as ton programme et qu'il y a certaines parties du programme que tu aimerais bien garder, mais sans que ça n'ait une un changement sur ton programme. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commenter cette partie-là. Suppose que je n'ai plus envie d'afficher le bienvenu dans la formation, mais j'aimerais savoir comment je faisais pour afficher ça. Là, je vais mettre juste ça en commentaire, cette partie-là. Et comment on met en commentaire? On met avec deux barres.
Et tu vois un peu, la couleur a changé. Ça veut dire que le contenu maintenant est commenté. Là, ça ne va plus s'exécuter dans le programme. Là, c'est tape le programme. C'est tape sur exécuter. Là, tu vois, il y a seulement Capulin et il y a 12 fois 2. Mais tu ne vois plus ce bienvenu à la formation. C'est juste parce que le code a été commenté. À quoi servent encore les commentaires? Les commentaires servent aussi à, par exemple, expliquer une partie. Quand tu veux peut-être expliquer, tu peux mettre un commentaire juste devant là, tu dis euh, affiche le contenu, le contenu. Bon, justement, affiche parce que j'ai pas envie de partir en ligne. Là, tu vois un peu, quand tu mets ces deux barres là, tu peux aussi commenter là, tu commentes pour expliquer. Il y a aussi, quand tu as envie de commenter sur plusieurs lignes, tu utilises plutôt ce slash avec une étoile. Tu fermes l'étoile, tu mets le slash. Là, tu peux commenter sur plusieurs lignes. Tu peux écrire ton code, un commentaire sur plusieurs lignes. Là, on va écrire ici pour faire toujours des calibres que ce soit beau. Ça, c'est le code principal. Capilin. Donc là, avec ce qui est bien, avec ce slash et l'étoile, c'est que bon, tu peux commenter sur plusieurs lignes, tu peux partir sur à la ligne et on peut mettre l'auteur. Généralement, on met arobase auteur. Bon, c'est pas obligé de mettre comme ça, mais c'est recommandé parce que ça, tu fais des documentations. Bon, je fais ça. Là, on peut mettre là Donald. Je mets juste mon prénom, ou bien je mets Capi Genius. Parce que tout le monde me connaît sous le nom de Capi Genius. Donc là, c'est ce qu'on appelle un commentaire sur plusieurs lignes. OK. Donc là, on se voit encore dans la prochaine vidéo. Bon, maintenant, j'aimerais un peu t'expliquer le principe des variables. C'est quoi une variable? Une variable, c'est un élément qui permet de contenir une information temporaire. Par exemple, une variable peut contenir un âge, une variable peut contenir un texte. Mais cette information-là peut changer au cours du programme. Suppose par exemple que tu as un programme qui calcule l'âge de la personne et avance son âge. Là, tu vois que l'âge aujourd'hui, ça peut être 1 an, demain, ça peut être 2 ans, tu vois un peu. Donc, la variable, elle a caractéristique de pouvoir se changer. Maintenant, comment définir les variables? Pour les variables, on a ce qu'on appelle les types de données des variables. Les différents types de données qu'il y a par exemple le string. Là, je vais commenter, comme on va encore voir l'importance des commentaires. On a par exemple les screens. Les screens, ça veut dire que ce sont des textes. Donc, quand tu as des textes comme variable, par exemple, un nom, c'est un screen. Là, maintenant, il y a les int. Les int, ce sont des chiffres entiers, donc les chiffres qui n'ont pas de virgule. Ça, c'est un autre type de données. Là, on a encore, par exemple, les floats. Les floats, ce sont tous les chiffres, mais des chiffres avec des virgules. Là, on peut encore voir des chars. Donc, les chars, ce sont des lettres ou bien des chiffres qui sont inférieurs à 127. Et maintenant, on a enfin des booléens. Booléens. Donc, les booléens, ce sont les types de données qui sont soit vraies ou fausses. Donc, les booléens, ils sont là pour dire, OK, est-ce que ce qu'on dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Donc, une booléenne a soit deux valeurs, donc c'est soit true, soit false, soit vrai, soit faux. Et c'est ça qu'on appelle les booléennes. Donc, on a vu quelques types de données. Je vais mettre la liste des types de données ou bien un lien qui va expliquer un peu ce type de données à la fin de la vidéo. Dans la prochaine leçon, je vais mettre ce lien-là ou bien ce document qui va vous permettre de voir un peu quels sont les types de données qu'on a en Java. OK. Maintenant, pour déclarer une variable, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord le type devant. Ensuite, on donne le nom de la variable et à la fin, on donne le nom de la valeur. Donc, pour déclarer une variable, c'est le type. Le type, donc, supposons qu'on a un nom. Là, on peut d'abord mettre que le nom, c'est un type string. Ça, c'est le type de la variable. Ensuite, le nom de la variable, là, on peut utiliser le name. Et là, maintenant, on donne la valeur. Donc, la valeur, c'est Donald. On essaie de créer une autre variable. Là, on dit que la variable c'est de type int, c'est un entier. Là, on va demander l'âge. Et l'âge, par exemple, c'est 15. Pour dire 15 ans, donc on n'écrivait pas en devant, on met juste 15. Là, on peut encore créer une variable qui est de type float, c'est avec la virgule. Ok, là, on peut demander la taille.
Là, on va dire 1 m 80. OK. Là, on met encore le point virgule. Donc, la taille, c'est 1 m 80. Bon, là, tu vois par exemple qu'on ne peut pas convertir un double en float. Donc, double, c'est un autre type de données pour les chiffres avec des virgules. Là, je vais aussi l'ajouter parmi les différents types. Oui. Pour ce problème, si la conversion, parce que quand on écrit un chiffre en Java, ça reconnaît automatiquement comme double. Donc, pour l'instant, on va le mettre en double et je vais vous expliquer comment on va faire plus tard pour transformer ce double-là en float pour que ce soit vraiment float. Quand on va écrire 1 m 80 pour que ce soit float. Donc, je vais vous l'expliquer ensuite. Donc, on va facilement mettre d'abord double pour l'instant. Ensuite, on a pu définir nos variables. On peut maintenant utiliser les variables là où on veut. Donc, ce qu'on va faire, je vous ai déjà appris comment afficher des valeurs. Donc, on va essayer de les afficher. Oui. Et pour mettre aussi un type float, donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, on va mettre le float là, ici. Donc, on va mettre pointure pour dire la pointure de la chaussure. On va mettre égal à 40,5. Point virgule. Vous voyez, ça signale cela que bon, ça c'est le type double. Mais pour signaler que le chiffre là c'est un float, on peut mettre aussi le F devant. Ok, donc on peut mettre ce F devant c'est pour signaler que bon, c'est le type float. Vous voyez que float et double, ça prend tous des chiffres avec des virgules, mais double, il a l'avantage qu'il est plus grand. Donc, il peut prendre beaucoup de chiffres après la virgule, par contre, que float ne le fait pas. Ça, c'est un peu la différence primordiale qu'il y a entre float et double. Maintenant, on va essayer d'afficher nos différentes variables qu'on a utilisées. Là, on va par exemple, on va utiliser le print, ce qu'on a vu. Donc, on va dire 6, out. Donc là, on affiche un peu le nom. Là, c'est étape sur on. Ok, tu vois que mon nom, c'est Donald. Et si tu remarques ici, là, c'est un peu souligné. Et le name n'est pas souligné, c'est parce qu'on n'a pas encore utilisé la variable. Donc, ça nous signale ici là que bon, tu as créé une variable qui s'appelle h, mais tu ne l'as pas encore utilisée. Là, si on a un nom et un prénom, là, on va créer un peu string, prénom, égal, Capigenius. Là, on peut créer une autre variable qui s'appelle nom complet. Là, on met toujours le point virgule. Donc, une commande finit toujours avec le point virgule en, en Java. Ne jamais oublier ça. Là, on va créer une autre variable qui s'appelle le screen non complet collé, sans accent, s'il vous plaît. Égal, là, on peut additionner les deux noms là, nom plus prénom. Ok, oups. Nom plus prénom, oups. Ok, là, on met le point virgule. Ok, là, on a notre nom. Là, c'est plutôt name. Ben, je l'appelle plutôt nom. Parce que là, on écrit en français. Et ici, je remplace une fois nom, name par nom complet. Donc, ici, on a envie d'afficher le nom complet de la personne. C'est tape sur Run. Tu peux voir le nom complet de la Capigenius. Là, c'est collé, mais pour remédier à ce problème, on peut juste mettre un petit espace après Donald ou bien avant Capigenius. Ok, là, on a Donald Capigenius. C'est comme ça qu'on peut un peu utiliser ces différentes variables-là. Maintenant, si par exemple, on a des variables qui sont du même type, par exemple, là, on a l'âge et après, on, on a le rang, par exemple, qui est premier ou bien deuxième, qui est de type int. Int, là, je vais taper le rang et je mets égal à 1 pour dire premier. Si par exemple, vous voyez deux variables ici sont de type int et on a fait presque la même chose, on a mis int, on a mis la valeur, on a mis encore int, on a mis le rang. Pour pallier à ce problème-là ou bien pour être un peu plus rapide, on peut mettre comme ça en commentaire
Au lieu de séparer avec le point virgule, on sépare avec la virgule. On met la deuxième valeur qui est rang. On met égal à 1. Mais on peut seulement faire ça avec rang. Pourquoi? Parce que rang est aussi de type int. Car si rang n'était pas de type int, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, on ne peut pas mettre la taille par ici, là, parce que la taille n'est pas de type int. C'est très important de savoir comment ça fonctionne. Donc, comme j'ai dit, je vais vous donner la liste des différents types de données pour que bon, vous puissiez un peu vous amuser avec et connaître un peu quels sont les différents types de données. OK? Là, on se voit dans la prochaine vidéo. Bon, maintenant qu'on a vu les types de données et que je vous ai donné un peu quels sont les différents types de données, là, on a string, on a int, on a double, on a float. Là, il y a ce qu'on appelle caster. Caster, c'est quoi? C'est en fait, c'est changer une valeur à une autre valeur dans le type de données. Donc, par exemple, là où vous avez pu voir, on avait double, on avait float. Supposons que j'enlève ce F là devant. Là, tu vois, ça reconnaît automatiquement ce chiffre-ci comme un double. Là, je peux même encore mettre F, je peux laisser le F. Mais supposons qu'on a un float. Et le float là, qui s'appelle par exemple double de la taille, double taille. On aimerait que ce soit un float, double taille. On aimerait que ce soit un float, c'est-à-dire deux fois la taille, deux fois la taille. Maintenant, on nous signale ici là que bon, ce que tu as fait là, tu as multiplié deux fois un double et tout ça, ça fait un double. Maintenant, pour que ce soit float, on va faire ce qu'on appelle caster. Donc, tous ces résultats-ci, on va le mettre tout ça dans la parenthèse. Avant la parenthèse, on crée une autre parenthèse, on dit que bon, tout ce que tu vois là, c'est des types float. Et là, on vient de dire que bon, ce résultat-ci, ce sera des types float. Donc, même si j'enlève le F ici, là, tu vois, il y a encore l'erreur. Là, je peux dire que bon, en fait, cette valeur-là, c'est un float. Là, soit tu mets le F par devant, soit tu mets le float. Pourquoi je précise? Pour faire qu'on mette ça plutôt avec le float comme ça. Parce que si tu mets toujours le F par devant, par exemple, avec int, il n'y a plus moyen de mettre i devant pour dire que c'est un int. Donc, il faut faire toujours qu'on mette float. Et c'est pas toujours forcément float qu'on peut mettre. On peut aussi mettre un int. On peut caster comme on veut. Donc, on change le type de la donnée, de données là, par un autre type de données. C'est ce qu'on appelle caster. Si par exemple, je caste cette valeur-ci en integer, int, et que j'essaie de caster ce 40,5 en integer, c'est-à-dire je vais un entier sans virgule. Là, je vais mettre juste int devant. Et ça va transformer 40,5 en 40 avant d'ajouter ça dans la taille pointue. Et là, on sait que pointue ne pourra pas être un chiffre avec des virgules. Donc, il est tout à fait possible de transformer un int en un float en int, un double en int. Ça s'appelle caster la valeur. Et caster, ça veut juste mettre entre parenthèses et dire la valeur qu'on voulait avoir. Et si c'est possible, ça va juste caster. OK? Donc, on se voit alors dans les prochaines vidéos. Bon, maintenant, on commence à entrer un peu dans les parties intéressantes parce que oui, c'est vrai que ça, c'est déjà intéressant, mais on entre encore plus dans les parties intéressantes et cette partie intéressante, c'est ce que j'appelle les opérateurs. Donc, comme on a une calculatrice, avec nos calculatrices, on peut faire nos calculs, nos différentes opérations. C'est aussi comme ça qu'avec le Java, on peut faire aussi nos propres opérations et encore même plus large. Les occasions qu'on a sont encore plus élevées. Donc là, je vais utiliser le dernier système printout là où on avait fait pour faire les opérations ici à ce niveau-ci là. On a vu l'opérateur, on va commencer par les opérateurs arithmétiques, c'est-à-dire les opérateurs qu'on utilise pour faire des calculs avec. On a les opérateurs arithmétiques, il y a aussi les opérateurs logiques, les opérateurs euh, de bits et tout ça. Donc, mais on va commencer par les opérateurs arithmétiques. Comme opérateur arithmétique, on est à se multiplier ici. Bon, je ne vous apprends rien. Il y a le plus, il y a le moins, il y a le multiplier, il y a le diviser. Et maintenant, il y a encore un autre intéressant. Ça s'appelle le modulo. Que fait modulo? Modulo donne le reste de la division du premier chiffre par le deuxième chiffre. Par exemple, quand on faisait souvent au primaire, on disait 5 divisé par 2 égale à 2, il reste 1. C'est le 1 là qui nous donne le modulo donc. Ça veut dire 5 modulo 2 égale à 1. Là, si on dit 5 divisé par 3 égale à 1, il reste 2.
Donc, ça veut dire que 5 modulo 3 égale à 2. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Donc, c'est à ça que c'est le modulo. Donc, le modulo nous donne juste le reste de la division d'un premier chiffre par un deuxième chiffre. Donc, c'est un peu ça à quoi nous sert le modulo. Il est très utilisé en C. Par exemple, l'exemple le plus standard, c'est pour connaître si un chiffre est un chiffre pair ou un chiffre impair. Pourquoi on veut savoir ça? Si un chiffre est impair, ça veut dire que le reste de la division du chiffre là par 2 va donner 0. Et quand le reste de la division par 2 donne 0, ça veut dire que le chiffre est pair. Par exemple, 2 divisé par 2 égale à 1, il reste 0. Vous voyez que 2 est pair. Parce que le reste c'est 0. Donc le modulo de 2, 2 modulo 2 égale à 0. Si on prend un autre chiffre, par exemple 6. 6 modulo 2 égale aussi à 0. Pourquoi? Parce que 6 divisé par 2 égale à 3, il reste 0. Donc, si c'est un chiffre pair, c'est un peu comme ça qu'on utilise. Et maintenant, pour savoir si peut-être si c'est un nombre impair, on prend par exemple 5. Si le 5 modulo 2 n'est pas égal à 0, car 5 modulo 2 égale à 1, donc 5 n'est pas un chiffre pair. Donc, vous voyez, les modulos ont le place, ils ont bien le place. Bon, il y a aussi deux petits opérateurs que j'aimerais vous montrer qui sont aussi très importants qu'on peut utiliser. Par exemple, j'ai ma variable, mais ces opérateurs s'utilisent seulement avec les variables, les deux que je vais vous montrer par la suite, c'est là. J'ai la variable h. H, c'est 15. Supposons qu'on veut ajouter plus 1 à h. Là, on va dire h égale à h plus 1. On peut écrire comme ça, donc h égale à h plus 1. Ou alors, là, je vais mettre ça en commentaire. Ou alors on écrit ça plus beau comme ça, H plus plus. Donc, H plus plus, ça veut dire juste que H égale à H plus 1. Donc c'est la même chose. Lorsqu'on ajoute 1, là, H va devenir 16. Là, on peut écrire soit comme ça, là, que H égale à H plus 1, ou on met H plus plus. Et ainsi, c'est aussi comme ça qu'il y a H moins moins. Maintenant, il y a maintenant les opérateurs d'attribution. Là, ça, c'était les opérateurs arithmétiques. Plus, moins, multiplier, diviser, modulo, plus, moins, moins. Donc, si on dit h moins, moins, ça veut dire juste h égale à h moins 1. C'est juste 1 qui s'enlève, OK? Là, maintenant, j'aimerais vous montrer les opérateurs d'attribution. Tout le monde le connaît, c'est égal. On l'a utilisé tout le temps ici. Par exemple, nom égale à Donald, prénom c'est égal C. C'est aussi un opérateur, c'est un opérateur d'attribution lorsqu'on veut attribuer des éléments. Et encore une autre manière jolie d'utiliser ces opérateurs-là. Là, supposons qu'on veut dire h égale à h plus 2. On peut encore l'écrire sous cette forme ici. Avec cette opérateur d'attribution-ci. H plus égale 2. Donc, c'est le même travail que ça fait. Donc, h égale à h plus 2, ça va encore dire, par exemple, h égale à h plus égale à 2. Et c'est aussi comme ça qu'on a h moins égale à quoi? Il y a le moins avec le divisé, le modulo et tout ça, quoi. On a tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les opérateurs d'attribution. Soit tu peux écrire comme ça, h plus égale à 2 ou bien h égale à h plus 2. Tout dépend de comment, avec la manière avec laquelle je te sens à l'aise. Maintenant, on a les deux types d'opérateurs. On a les opérateurs de comparaison. Lorsqu'on veut comparer si un chiffre A est plus grand qu'un chiffre B ou bien si un chiffre C est plus petit qu'un chiffre D. Là, on va utiliser ces opérateurs de comparaison. Là, je vais utiliser le sysout encore. Sysout pour afficher les comparaisons. Là, je vais comparer par exemple, est-ce que H est supérieur, il y a supérieur par exemple à 15. Et ces opérateurs de comparaison donnent toujours soit true, soit false. Donc, ça nous retourne ce qu'on appelle un booléen. Le booléen, c'est pour dire c'est soit true, soit false. Là, on veut comparer âge avec 15. Là, on a directement mis supérieur. Là, ça va nous retourner soit vrai, soit faux, c'est-à-dire soit true, soit false. Est-ce que âge est supérieur à 15? Là, c'est vrai. Est-ce que maintenant, il y a aussi supérieur ou égal?
Parce que supérieur ou égal, c'est aussi vrai, parce que h, en réalité, on a fait plus 1, après on a fait plus 2. C'était au départ 15, la h, c'est maintenant 18. Par contre, si je dis, est-ce que c'est supérieur ou égal à 19, là, ça va me retourner faux. Parce que h, normalement, d'après les deux opérations qu'on a fait ici, h est 18. Donc, vous voyez, ça nous redonne soit faux, soit faux. Donc, on a supérieur ou égal. Là, on a aussi inférieur ou égal. C'est la même chose. Inférieur ou égal. Là, on a strictement inférieur. On a inférieur. On a n'est pas égal. Donc, ces deux ne sont pas égaux. Que h n'est pas égal à 18, à 19. Là, c'est vrai parce que h est 18. Donc, h n'est pas égal à 19. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a faux. Par contre, si on dit que h est égal, là on met égal deux fois, ne pas confondre avec l'égal une fois. Là on met égal deux fois pour dire que h n'est pas égal à 19. Là il tape sur on. Là maintenant si on met égal, ça veut dire h est égal à 19. C'est juste une comparaison. Là on voit que c'est faux parce que h n'est pas égal à 19 et sur la comparaison, il y a seulement écrit h égal à 19. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les derniers opérateurs, les opérateurs logiques. Là, on va encore plus en détail qu'on va arriver au niveau des conditions, mais je vous montre quand même. Il y a l'opérateur et il y a l'opérateur ou, il y a l'opérateur not. Donc là, si par exemple, je dis que h est égal à 19 et je mets h est inférieur ou égal à 18. Normalement, h est inférieur ou égal à 18, c'est vrai. Mais comme j'ai mis et, donc j'ai dit les deux, donc h est égal à 19 et h est inférieur ou égal à 18. C'est pour ça que ça va nous donner faux, parce que les deux conditions, pour que ça nous retourne vrai, il faut que les deux conditions-ci soient vraies. Maintenant, on a le et là, c'est pour dire et. Là, on va dire ou, on va remplacer le et là par ou. Pour remplacer par ou, on met juste deux barres. Là, on va en train de dire h égale à 19 ou alors h est inférieur ou égal à 18. Là, ça va nous donner vrai parce que h est égal à 18, donc inférieur ou égal à 18, ça sera vrai. Pour ou, il faut seulement qu'une des deux conditions ne donne pas. Et enfin, maintenant, il y a le not. Donc, ce note-là, c'est pour dire que c'est le concret de tous les résultats. Donc, on peut utiliser une fois, on peut encadrer ce résultat-ci entre parenthèses. Vous voyez, pour ce résultat, si on avait row, et si je mets le note devant, c'est pour dire, OK, je veux le résultat concret de tout le résultat-ci. Voilà, on a false. Donc, pour ces opérateurs logiques, on va encore un peu plus en détail, on va arriver au niveau des conditions, mais il est important que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc, en récapitulatif, on a des opérateurs arithmétiques, plus, moins, moins, plus, moins, moins. Ça sont les opérateurs arithmétiques. On a des opérateurs d'attribution, c'est égal. On a des opérateurs de comparaison, supérieur et inférieur. Et on a des opérateurs logiques, c'est-à-dire le et le ou et le not et tout ça, quoi. Donc ça, c'est ce qui concerne les opérateurs. On va plus travailler avec ces opérateurs-ci, surtout au niveau des conditions et au niveau des boucles, OK? Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Bon, maintenant, on entre sur une partie très intéressante de la programmation, surtout en Java et dans tous les autres langages de programmation, c'est les conditions. Donc, c'est quoi une condition? Une condition, c'est un code qui s'exécute lorsqu'une partie est vraie. Donc, lorsqu'une partie du code est vraie, alors ce bloc-là va s'exécuter. Et lorsque ce n'est pas vrai, ce sera un autre bloc qui pourra s'exécuter. Donc, pour utiliser les conditions en Java, on a les mots-clés if, on a les mots-clés else, on a les mots-clés if, et on a aussi le mot-clé switch. Donc, je vais commencer par if. Que signifie if? If signifie si. Else signifie sinon. Else if signifie sinon si. Et switch signifie les cas. Donc, sans plus perdre le temps, je préfère directement prendre des exemples et on va facilement voir à quoi sert ce if et tout ça, quoi. OK, commençons avec le plus facile, le if. Donc là, on a encore notre variable âge qui est égale, là j'ai oublié de mettre int devant, int, âge qui est égal à 18. Là maintenant, lorsqu'on veut utiliser le if, on dit juste if,
âge, par exemple, est inférieur à 18, là, on ouvre les crochets et je dis 6, 6 out, système.println. Hum, je mets tu es, par exemple, mineur. Et si je tape sur exécuter, voilà, on voit que le code est fini, ça n'a rien affiché. Pourquoi? Parce que là, j'ai c'est 18 et on voit que 18 n'est pas inférieur à 18 parce que 18 est bien égal. Si on a mis par contre inférieur égal, ça devait donner. Là, si je mets par exemple 15, là, on voit bien, ça affiche tu es mineur. Donc, supposons que dans le cas où, si ce n'était pas mineur, on voulait plutôt dire tu es majeur. Qu'est-ce qu'on devait faire dans le cas concret? Là, je mets else, on ouvre encore. Coucher, alors, mais 6, 6 out. Là, on va dire tu es majeur. Et à ce niveau, si je vais encore remettre ce 18 là, l'étape c'est exécuter. Voilà. On voit bien que à ce niveau-là, comme d'abord le IN c'était exécuté, ça va venir, ça va comparer. Est-ce que là j'ai inférieur à 18? Si là j'ai inférieur à 18, là ça va dire tu es mineur. Sinon, ça va mettre tu es majeur. Donc, le code va s'exécuter en fonction de la condition. Bon, maintenant, j'aimerais vous montrer l'autre élément des conditions, c'est le else if. Alors, à quoi c'est le else if? Le else if permet d'ajouter d'autres conditions qui doivent s'exécuter en fonction du code. Par exemple, je prends souvent généralement le code de la route. On sait que quand le feu est rouge, on doit s'arrêter. Quand le feu est vert, on doit, on doit s'en aller. OK? Mais par contre, le feu, il a peut-être trois cas. Et aussi quand le feu est orange. Et quand le feu est orange, c'est pour dire, prépare-toi, tu vas bientôt partir, quoi. Donc, il y a un troisième cas. Et je vais aussi prendre le même cas avec, pour nous aussi, une personne peut être soit mineure, soit majeure, ou alors soit senior. Supposons qu'une personne est mineure, c'est quand son âge est inférieur à 18. Une personne maintenant est majeure lorsque son âge est compris entre 18 et 50. Et une personne est maintenant senior lorsque son âge est supérieur à 50. OK? Là, on a le cas de l'âge inférieur à 18. Maintenant, on a envie d'avoir une autre condition pour avoir soit le cas majeur, soit le cas senior. Il faut utiliser le cas majeur parce que ça va nous permettre d'ajouter une condition qui est, ça va nous permettre d'ajouter une autre condition avec donc deux conditions à la fois et on va aussi voir comment, on va profiter pour le voir comment faire. Donc, on va mettre, maintenant pour ajouter une autre condition, on dit seulement else if, et le else if c'est pour dire en fait sinon si, là je mets âge inférieur à 18. Maintenant, on dit et. Donc, à la fois, là, je dois être, pardon, là, je dois être supérieur à 18 et au même moment, âge doit être inférieur à 50. Voilà. Là, je mets l'espace. Je ferme. J'ouvre les guillemets. Voilà. Else if, dans le cas aussi, dans ce cas-ci, là, maintenant, on va dire, on va plus dire mineur, on va plutôt dire majeur. Et après le cas de majeur, là, on va dire maintenant plutôt senior. Très important qu'on puisse bien comprendre cela. Voilà, ça nous dit âge est inférieur à 18 et âge est inférieur à 50. Ah, ça devait plutôt nous afficher tu es majeur parce que c'est 18. Donc, est-ce que... Ah oui. Ici, je devais mettre supérieur ou égal. Parce que là, c'est supérieur ou égal à 18.
Ok, super. Là maintenant, je vais... Oui, on a fini avec le SIF. Bon, maintenant, revenons encore au cas où la personne était juste mineure ou alors majeure. À cet exemple-ci. OK. Là maintenant, je vais ajouter une autre variable qui s'appelle, oui, on va le faire en bas. Là, on peut simplifier cette valeur-ci en une autre forme d'écriture. Là, je vais créer une variable screen qui s'appelle result. On va dire c'est égal à, faut bien regarder ici là, entre parenthèses, est-ce que âge est inférieur à 18? Point d'interrogation. Si oui, alors le résultat c'est tu es mineur. Sinon, le résultat c'est tu es majeur. Tu es majeur. Là, je vais diminuer cet espace-ci. Donc, est-ce que l'âge est inférieur à 18? Si oui, alors cette valeur de résolve ci, ça sera tu es mineur. Sinon, cette valeur de résolve là, ça sera tu es majeur. Et là, on peut juste maintenant dire un sysout pour imprimer notre valeur là. Et on va dire juste result. Donc, le result sera soit tu es mineur, soit tu es majeur, dépendamment de cette condition-ci. Si on essaie de l'exécuter, là, on voit tu es majeur deux fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord cette condition-ci, ce if else là. Quand on essaie de l'écrire, cette soit un peu plus réduite ici. Ce, on appelle ça comment? On appelle ça une expression ternée. OK? Donc, à cette expression ternée ici là, qui permet de donner la valeur tu es mineur ou la valeur tu es majeur à la variable résultat en fonction si cette condition si est vraie ou bien si elle est fausse. Donc, on appelle cette expression ternée. Généralement, c'est généralement utilisé quand il y a une seule condition, par exemple if, ça là. Si c'est qu'il y avait encore une deuxième condition, ça devait être un peu plus compliqué. Mais généralement, quand on a une seule condition, là, on peut facilement utiliser cette expression ternelle pour attribuer des valeurs. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on entre avec un autre type de condition encore. Ça, ce sont ce qu'on appelle des switch cases. C'est surtout avec l'exemple quand je parlais par exemple des différents feux qu'on peut avoir dans la route. Et ici, on va un peu essayer de voir un peu comment ça fonctionne avec notre switch case, OK? Dans le switch case, c'est généralement quand on a plusieurs propositions et ces différentes propositions-là varient d'une valeur. Donc, par exemple, ce que j'aime souvent utiliser, c'est les jours de la semaine. Donc, par exemple, d'idée, par exemple, je donne la valeur 5. Donc, le jour de la semaine, c'est le jour 5. OK? Là, en fonction de la valeur d'idée, ça peut être le jour 1, le jour 2, jusqu'au jour 7. En fonction du jour, on va dire si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est mercredi, si c'est jeudi, si c'est vendredi, si c'est samedi, ou bien si c'est dimanche. Comment on le fait? On pouvait le faire avec if else, if égale 1, if égale else, if égale 2, else, if égale 3. On pouvait tout faire ça, mais ça ne va pas bien avoir. Donc, généralement, quand on veut comparer une valeur avec différentes valeurs, là, c'est mieux d'utiliser le switch case. Comment on met le switch? On met le switch, on met la variable qu'on a envie de comparer avec les valeurs. Donc, la variable, ça s'appelle t. Maintenant, on peut donner les différents cas. Case. Mhm. On met deux points. Là, c'est 1, on met 60. Là, on met par exemple Monday. Là, lorsqu'on finit toujours avec le case, on met le break. Pourquoi ce break, c'est là? Le break, c'est pour dire, OK, ne continue plus. On a fini, on a trouvé le cas qui fonctionne. Donc, arrête-toi là. OK? Là, maintenant, on a encore un autre cas. On a case 2. On met deux points. On met 60. Là, on met Tuesday. Là, on met encore notre fameux break.
Là, on met encore notre cas, case, le cas quoi. Là, on met encore notre sys out, donc system out. Là, on met .st. Et on met encore notre break. Et là, on continue encore avec notre cas, case here. On met 2 points. Là, on met sysout. Là, on met st. Là, on met le break. Là, on met encore notre cas. Donc, on met case 5. Donc, je m'arrête à 5. Hein? Je suis fatigué. Là, on met sysout. Là, on met Friday. Là, on met le break. Là, maintenant, lorsqu'on a fini avec différents cas, normalement, il y a encore le cas 6 et le cas 7. On peut mettre un cas où on n'a prouvé aucun des jours. Là, généralement, on appelle le cas la default. Dans au cas où ça ne prouve pas, on peut faire, voilà, comme on n'a pas fait pour le week-end, on peut dire un week-end, on peut afficher plutôt que tu es dans le week-end. Donc, si ce n'est pas un jour de la semaine, là, it is a weekend. It is a weekend. Donc là, on a au cas où c'est le week-end, donc au cas où on peut encore mettre cas 6, saturday, cas 7, dimanche. Et aussi, oui, avec le défaut, tu n'avais plus le break parce que les autres zones c'est question est à la fin. On n'a plus besoin de ce break-là. OK? Donc là, on essaie d'exécuter. On a le jour qui est le numéro 5. OK, là, on voit directement ce Friday qui peut s'afficher. Et là, on est aussi sûr qu'on a fini avec les différents cas. Donc, comme j'ai dit, le default, on peut parfois l'enlever, parfois il n'y a pas, mais c'est toujours bien de mettre un default dans un switch case. OK? Bon, maintenant, on entre encore dans une autre partie de mes parties préférées, ce sont les boucles. C'est quoi une boucle? Euh, une boucle, en fait, c'est un code qui s'exécute de manière répétitive. Supposons, par exemple, qu'on a envie de manger du pain chaque jour. Là, on écrit une boucle qui nous fait manger le pain chaque matin. Donc, on dit, tant que c'est le matin, continue à manger le pain. Il y a aussi une autre boucle qui peut dire, tant qu'on n'a pas bien compris le cours, il faut continuer à apprendre. Ou bien, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, on voit toujours la condition pour qu'il n'y ait plus d'espoir, ça veut dire qu'on est mort. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, c'est différentes formes de boucles qu'on a. Et ces boucles-là, on peut aussi les programmer en Java. Et comment est-ce qu'on peut facilement les programmer? C'est en fonction des différents cas. On va commencer avec la boucle la plus facile, ou bien la première boucle, pas la plus facile, mais la première boucle, parce que toutes les boucles là sont faciles. Tout dépend de comment on les utilise. OK? Alors, on va utiliser une boucle. La première boucle, c'est ça, la boucle while. Donc, while, ça fait quoi? Supposons qu'on a envie d'afficher les chiffres de... Là, je vais appeler ça i. On a envie d'afficher les chiffres de 1 à 10, i. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle while, while i est inférieur à 5. Là, j'ouvre les guillemets. Là, le while, là, c'est bien sûr avec E, enfin. Donc, while i est inférieur à 5. Là, je vais mettre sys out. Là, je mets juste i. Donc, on va commencer i avec la valeur de 0. Chaque jour, on dit toujours tant que i est inférieur à 5, on affiche i. Si c'est que j'exécute ce code comme ça, sans faire un autre changement de plus, là, on aura, vous voyez que i sera toujours inférieur à 5 car i c'est 0.
et ça va toujours afficher i et ça va toujours afficher 0. Pour que le code soit vraiment plus performant, alors on met i++. Puis chaque fois que ça affiche i, ensuite i augmente de 1 et là le code, on peut l'exécuter. Vous voyez là, ça affiche de 0 à 4. Si on mettait 6, là, ça devrait afficher de 0 à 5. Donc, la condition qui est là, c'est une condition généralement qui doit être changée à l'intérieur de ce code-ci. OK? Donc, ça peut être, c'est toujours comme les conditions qu'on a vues dans les if et else. Mais ici, ça se fait toujours dans les boucles pour dire tant que cette condition-ci est vraie, il faut toujours afficher, il faut exécuter le code qui est ici là. Et ça va se faire tant que cette condition sera vraie avec la boucle while. Bon, maintenant qu'on a vu la différence entre while et do while, j'aimerais qu'on puisse entrer avec une autre fonction. Ça s'appelle en fait le for. Ok, là je passe tout ça. Là, on vient pour se trouver dans la boucle for. Dans la boucle for, c'est toujours une boucle, ça fait toujours des répétitions, mais sa syntaxe est différente comparée au while ou bien au do while. Donc, par exemple, supposons que tu veux afficher de 0 à 7, parce que là, tu dois d'abord laisser une fois avec les anciens résultats là. Là, je remets i à 0. Ici, je remets i à 0 aussi. Et lorsque j'ai fini, je viens maintenant à ce niveau-ci là. On va aussi faire la même chose, mais avec un for. On va essayer de faire pareil avec un for. Déjà, si tu remarques, avec le for, je ne vais pas d'abord initialiser la boucle, la valeur de i ici là. Donc, je vais directement mettre ça dans le for. OK? Donc, on a for. Là, je mets d'abord la valeur de départ, c'est-à-dire i égale à 0, comme dans le while, on mettait ça à l'extérieur. Ensuite, on met le point virgule. Ensuite, on mettait la condition que i doit être inférieur à 6, donc c'est la même condition là qu'on met ici. Et ensuite, à la fin, on faisait le i++ pour augmenter. Là, on met i++. Et là, lorsque toutes ces conditions-là sont respectées, là, on fait un système out.ln, CTRL V, on essaie d'exécuter. Là, je pense qu'il devait aussi afficher avec for. Donc là, je vais copier. Ici, je vais dire avec for pour qu'on puisse aussi bien voir la différence entre ces différents-là avec for. Vous voyez qu'avec for, on a aussi exactement le même résultat, seulement que surtout pour ces éléments-ci qui partent souvent d'une valeur précise, de départ, une valeur du feu, c'est plus facile avec le for. Ce n'est pas que le for est toujours facile, hein, c'est que dans ce cas-ci, le for est plus facile. Il y a des cas où parfois c'est le while qui est plus facile, il y a des cas où c'est parfois c'est le do while, donc ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. OK? Maintenant, avant de continuer, j'aimerais vous montrer d'autres éléments encore. Maintenant, à côté de la boucle while, on a une autre boucle, ça s'appelle la boucle do while. Donc là, je vais venir, je vais un peu écrire la boucle do while ici en bas. Donc le do while, je vais d'abord l'écrire, on va voir comment ça se présente. On écrit d'abord le do, on écrit ce qu'on fait. Là, je vais remettre i à la valeur de 0, i à la valeur de 0. Et dans le do, ça fait toujours le même code. CTRL C. Par contre, maintenant ici, le while dans la condition, ça vient maintenant plutôt à la fin. While. Donc là, j'ai dit while. Je vois la parenthèse. OK. Là, je vais mettre encore un print pour dire que on va faire maintenant avec le while. Donc, maintenant,
pour qu'on puisse aussi différencier maintenant avec do while. Et là, en haut, je vais dire d'abord avec do, donc d'abord avec while, d'abord avec while. Essayons un peu d'exécuter le code pour voir un peu ce qui va se passer. Donc, vous voyez là qu'on a dit d'abord avec while. Avec while, on a bien de 0 à 5. Avec do, on a encore de 0 à 5. Vous voyez qu'il n'y a presque pas de différence. Mais où se trouve la différence? Donc, lui, le do while, il a une autre particularité qui s'exécute toujours au moins une fois. J'aime toujours prendre l'exemple de deux enfants qui se bagarrent. Peut-être que vous avez peut-être déjà eu en temps que ça. Donc, lorsque les enfants se bagarrent, que va faire le while? Le while, il va venir demander qu'est-ce qui se passe. Et dès qu'il connaît ce qui se passe, il peut maintenant taper l'enfant qui a tort. Par contre, le do while, il ne demande pas ce qui se passe. Il tape d'abord. Ensuite, il demande ce qui se passe. Et lorsqu'il connaît ce qui se passe, il commence maintenant à taper celui qui a tort. Pour prouver cela, on a dit cela. Tant que i est inférieur à 6, là, ce code sera exécuté. Mais supposons que i commence avec 7. Donc, le while, celui qui vient, il demande d'abord qu'est-ce qu'il y a avant de s'exécuter. Vous voyez que lui, d'abord, puisque i est inférieur à 7, ça ne va pas s'exécuter. Si on met encore ici, là aussi, i égale à 7, vous voyez que le do while, qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute d'abord au moins une fois. Il tape d'abord tout le monde avant de s'exécuter. On va essayer un peu de voir pour faire la différence. Vous voyez? D'abord, avec le while, rien ne s'est affiché parce qu'il a contrôlé, bien, il a vu qu'il n'y a pas d'erreur. Alors qu'avec le do while, le code s'exécute toujours au moins une fois. Donc ça, c'est la différence principale. Pourquoi on a utilisé while et pourquoi on n'a pas utilisé while. Ou bien pourquoi on a utilisé do while et pourquoi on n'a pas utilisé do while. Bon, maintenant, j'aimerais te présenter deux mots-clés quand on utilise dans le groupe. Un mot-clé que tu connais déjà, c'est le mot-clé qui s'appelle break. Et l'autre mot-clé, ça s'appelle continue. Que fait le break? Le break, lui, il stoppe une boucle. Par exemple, ici, à ce niveau du boucle, la boucle while, donc que ce soit la boucle while, que ce soit la boucle do while, ou bien que ce soit la boucle for, le break, il peut tout stopper. Donc, je fais un exemple avec le while. Tu vois, à ce niveau, si on a dit le while doit s'exécuter jusqu'à ce que i soit inférieur à 6. Si maintenant on a envie d'arrêter un peu plus tôt, là, on met une condition à l'intérieur de notre while if if i est égal à quoi, donc dès que i atteint quoi, on fait quoi? On fait un break. Alors, on stoppe tout. Tu vois, lorsque i a atteint quoi, on a tout arrêté. Par exemple, ici, ça devait continuer jusqu'à 5, mais lorsque i a atteint quoi, on a arrêté. Maintenant, il était dit, il y a deux mots-clés. Il y a le mot-clé break, il y a le mot-clé continue. Alors, je mets le mot-clé continue dans le do while. Donc, ici, je vais plutôt dire à la place de break, donc j'ai recopié juste la même condition. Je mets continue. Donc, lorsque i est égal à quoi, on fait un continue. Voilà. On a fait ce qu'on appelle une boucle qu'on a bloquée. Pourquoi? Parce que le i++ doit normalement arriver à ce niveau-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt arranger ce code-ci. J'ai bloqué. Là, je vais mettre un stop. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On a vu ce i++ s'afficher d'abord. Avant, ou bien je fais ça d'abord une fois sur la boucle en bas. Je continue ici en bas. Sur le for. Sur le for, il y a toujours le i++ là qui a été fait. Donc là, on vient ici. Donc lorsque i est égal à quoi, on fait ce qu'on appelle un continu. Ça va se sauter, ça va passer à la valeur suivante. Là, il tape sur on.
Donc, on a utilisé ce continu-là de manière très vraiment fantastique. Vous avez vu, j'ai créé une boucle infinie là. Alors ici là, donc voilà le poids là. On voit que sur la boucle for, lorsque i est égal à quoi, ça saute en fait. Ça saute tout le code qui est en bas. Donc le continu, c'est pour dire, laisse tout ce qui est en bas. Donc ça peut toujours exécuter ce qui est en haut. Donc s'il y a un code en haut, ça va s'exécuter. Mais tout le code qui est en bas, laisse tomber et passe au suivant. Donc c'est-à-dire passe à 4. Donc c'est un peu ça qui est avec le continu et le break, ça stoppe tout. Que ce soit dans la boucle while, que ce soit dans la boucle do while, ou bien que ce soit dans la boucle for. J'espère que tu as aimé cette introduction au langage de programmation Java. Si tu veux apprendre plus, j'ai aussi une formation complète dessus. Donc n'oublie pas de liker, de t'abonner aussi et de regarder cette vidéo.